Le Premier ministre mauricien Pravind Jugnauth a été investi ce mardi lors d'une cérémonie officielle à la résidence du président de la République. Il a aussitôt proposé un nouveau gouvernement de 23 membres. En Guinée, le président Alpha Condé a validé la date du 16 février pour la tenue des législatives dans un pays en proie à une agitation meurtrière contre l'intention prêtée au chef de l'État de briguer un troisième mandat. Et puis en Guinée-Bissau, la crise politique se poursuit. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé les militaires à rester à l'écart et réclame à nouveau la tenue de la présidentielle le 24 novembre prochain. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le Premier ministre mauricien Pravind Jugnauth, dont la coalition a largement remporté les législatives du 7 novembre dernier, a été investi ce mardi lors d'une cérémonie officielle à la résidence du président de la République. Il a aussitôt après proposé un nouveau gouvernement de 23 membres. Voici les images. Pravind Jugnauth a été investi ce mardi Premier ministre après la large victoire de sa coalition lors des législatives du 7 novembre dernier. Il a prêté serment à State House devant le président Barlene Viapuri. Aussitôt après, il a proposé un nouveau gouvernement de 23 membres dont la composition a été approuvée par le président, un cabinet qui comprend 3 femmes. Pravind Jugnauth, qui était également dans le gouvernement précédent ministre des Finances, a abandonné ce poste à un autre membre du nouveau gouvernement. La coalition L'Alliance mauricienne de Pravind Jugnauth a obtenu 42 sièges sur 70 à l'Assemblée nationale, devançant largement l'Alliance nationale qui a obtenu 17 sièges et le mouvement militant mauricien 9 sièges. Avec cette large victoire, il reste aux commandes de l'archipel pour un mandat de 5 ans. Premier ministre après avoir succédé à son père Anrod Jugnauth en 2017, sans passer par des élections, Pravind Jugnauth était en quête de légitimité populaire. Pendant la campagne, il avait mis en avant son bilan social, notamment l'introduction d'un salaire minimum d'environ 215 € par mois et la revalorisation de la pension vieillesse, mais aussi la modernisation des infrastructures publiques, symbolisée par la construction d'un métro. En bref, au Nigeria, plusieurs dizaines de manifestants qui réclamaient la libération du journaliste opposant au régime Omolele Sowore ont été dispersés ce mardi à Abuja par des agents des services de sécurité qui ont tiré en l'air, causant peur et confusion. Entre 70 et 80 manifestants s'étaient rassemblés devant le quartier général de la DSS, les services de sécurité qui détiennent l'opposant depuis début août après son arrestation pour trahison et appel à la révolution. Ils scandaient des slogans hostiles au président Muhammadu Buhari. En Guinée, le président guinéen Alpha Condé a validé la date du 16 février pour la tenue des législatives. Ceci dans un pays en proie à une agitation meurtrière contre l'intention prêtée au chef de l'État de briguer un troisième mandat en 2020. Les détails. Les citoyennes et citoyens guinéens en âge de voter et dûment inscrits sur la liste électorale de l'année en cours sont convoqués aux urnes pour les élections législatives du 16 février 2020, dit un décret présidentiel lu lundi soir à la télévision. Cette date avait été avancée samedi par le président de la commission électorale. Elle restait cependant suspendue à l'homologation du président Condé. Même après son approbation, le calendrier ne peut être tenu pour acquis compte tenu des incertitudes politiques du moment. La date du 28 décembre avait été proposée précédemment, mais l'opposition et ses représentants au sein de la commission électorale avaient dénoncé un projet irréaliste et servant, selon elle, le projet attribué au président Condé de briguer sa propre succession et de faire réviser pour cela la Constitution qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. L'Organisation internationale de la francophonie qui accompagne le processus électoral avait conclu que la date du 28 décembre était à reconsidérer. L'actuel Parlement est entré en fonction en janvier 2014 pour 5 ans. Des élections devaient se tenir fin 2018 ou début 2019, mais n'ont pas eu lieu pour des raisons politiques et techniques au milieu de querelles exacerbées entre la majorité et l'opposition.
La mise à jour du fichier électoral s'est imposée comme un obstacle majeur. En janvier, Condé a prolongé le mandat du Parlement jusqu'à l'installation d'une nouvelle législature à une date non spécifiée. Le président de la commission électorale, Amadou Salif Kébé, avait indiqué samedi que la Guinée avait acquis le matériel électoral nécessaire et s'était montré rassurant quant aux listes électorales. La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a mis en garde ce lundi les responsables de l'escalade de la violence en Guinée. Elle exhorte le gouvernement et l'opposition à renouer avec le dialogue après des manifestations sanglantes dans ce pays. Les tensions sont fortes en Guinée après des semaines de manifestations organisées par l'opposition qui soupçonne le président Alpha Condé de vouloir briguer un troisième mandat. Suite aux informations faisant état de nombreux épisodes de violence en Guinée au cours des dernières semaines, j'appelle tous les responsables et leurs sympathisants à s'abstenir de la violence et à reprendre le dialogue pour éviter de nouvelles victimes, a déclaré la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda. Toute personne qui commet, ordonne, incite, encourage ou contribue de toute autre manière à commettre des crimes atroces est passible de poursuite par les tribunaux guinéens ou par la Cour pénale internationale, a-t-elle prévenu dans un communiqué. Au moins 16 civils et un gendarme ont trouvé la mort au cours de l'intense mouvement de contestation dont la Guinée, petit pays pauvre de 13 millions d'habitants, est la proie depuis le 14 octobre dernier à l'instigation du Front national pour la défense de la Constitution, FNDC. Des dizaines d'autres personnes ont été blessées, des dizaines arrêtées et jugées. Le FNDC veut faire barrage au projet prêté au président Condé de briguer sa propre succession en 2020 et de réviser pour cela la Constitution qui limite actuellement à 2 le nombre des mandats présidentiels. Fatou Bensouda a ajouté que son bureau s'était rendu en Guinée fin octobre pour faire le point sur l'enquête liée au massacre de plus de 150 partisans de l'opposition il y a 10 ans. Pour le ministre guinéen de la Justice, le procès des responsables du massacre de 2009 devrait commencer au plus tard en juin 2020. En Guinée-Bissau, la crise politique se poursuit. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé lundi les militaires à rester à l'écart. Il réclame à nouveau la tenue de la présidentielle le 24 novembre prochain, comme prévu. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont salué ce lundi l'absence d'interférence des forces de sécurité et de défense de la Guinée-Bissau dans la crise que traverse le pays. Ils les exhortent à maintenir cette attitude lors du processus politique et électoral et au-delà. Les membres du Conseil de l'ONU ont tenu ces propos à New York aux États-Unis au thème de la deuxième réunion de 10 jours du Conseil de sécurité sur la Guinée-Bissau, laquelle réunion a été demandée par les 3 membres africains de l'instance, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. En réaffirmant la légitimité du gouvernement du Premier ministre Aristide Gomez, limogé fin octobre par le président José Mario Vaz a organisé le scrutin présidentiel, les membres du Conseil de sécurité encouragent tous les acteurs politiques à travailler ensemble pour tenir l'élection présidentielle le 24 novembre prochain. L'issue de la crise politique et institutionnelle en Guinée-Bissau dépend largement du président José Mario Vaz. Ce dernier a d'ailleurs été mis en garde contre le risque d'une nouvelle guerre civile après un sommet extraordinaire de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest vendredi dernier à Niamey, au Niger. 12 candidats, dont le président Vaz, battent campagne en vue de l'élection présidentielle prévue le 24 novembre prochain. Au Burkina Faso, l'état-major des armées a annoncé que 3 assaillants ont été abattus ce lundi à Futuri, dans l'est du pays. C'était lors d'une vigoureuse riposte à une attaque terroriste contre un détachement militaire. Des précisions à travers cet élément. Le détachement de Futuri dans la province de la Komandjari, agissant dans le cadre du groupement des forces pour la sécurisation de l'Est et du centre-Est, a été la cible tôt ce lundi d'une attaque terroriste. La vigoureuse riposte des unités a permis de neutraliser au moins 3 assaillants et de récupérer de l'armement et des munitions, a indiqué l'armée dans un communiqué. 2 soldats du détachement ont été légèrement blessés. Ils ont immédiatement été pris en charge et évacués, précise toujours le test. Réagissant à cette attaque, le chef d'état-major des armées, le général Moïse Minengou,
a félicité les unités engagées, particulièrement le détachement de Futuri, pour leur détermination. Il a également exhorté l'ensemble des forces armées nationales à poursuivre les efforts qui, indubitablement, les mèneraient à la victoire. Le 6 novembre dernier, 38 personnes ont été tuées et 63 blessées dans une embuscade contre un convoi transportant des employés d'une société minière canadienne, toujours dans l'est du Burkina Faso. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière dans le pays depuis le début des violences djihadistes il y a près de 5 ans. Au total, les attaques attribuées au groupe djihadiste, certains affiliés à Al-Qaïda, d'autres au mouvement État islamique, ont fait environ 500 000 déplacés internes et réfugiés selon l'Organisation des Nations Unies. Hors du continent africain, 18 étudiants vivant en Turquie sont renvoyés devant le juge pour avoir pris part à une marche de soutien à la communauté des lesbiennes et des gays. Ils ont comparu libres et risquent entre 6 mois et 3 ans de prison. Reportage. Les étudiants sont issus de la prestigieuse Université technique du Moyen-Orient à Ankara. Ils comparaissaient libres, ainsi que le professeur, et sont accusés d'avoir pris part à un rassemblement illégal et d'avoir refusé d'obtempérer à l'ordre de se disperser. La marche avait eu lieu en mai dernier. Cette année, pour la première fois depuis 2011, la direction de l'université avait interdit ce rassemblement. Certains participants avaient été interpellés après que la police a fait usage de gaz lacrymogène. Amnesty International a dénoncé lundi, dans un communiqué, l'absence de fondement légal de l'interdiction de ces marches et appelle à ce que les poursuites soient abandonnées. La police a refusé que les soutiens des accusés présents au procès lisent publiquement un communiqué devant le tribunal. Nous sommes face aux juges aujourd'hui contre la haine, contre ceux qui ne reconnaissent pas notre identité, qui nous ignorent. Quel que soit le résultat, c'est nous qui gagnerons. J'en suis convaincu. Nous espérons que le tribunal renoncera à cette chaîne de violations et décidera d'un acquittement. Mais depuis le tout début, le fait que les défenseurs des droits soient jugés est un exemple d'injustice. Si l'homosexualité n'est pas réprimée sur le plan pénal en Turquie, l'homophobie y est en revanche répandue et se manifeste notamment par des agressions et des meurtres selon des ONG. Ces dernières années, de nombreux événements concernant la communauté LGBT ont été interdits par les autorités locales turques, qui invoquent généralement les possibles provocations et les sensibilités sociales. Au Zimbabwe, des centaines d'animaux sauvages ont été déménagés pour cause de sécheresse. C'est ce qu'a annoncé un porte-parole de l'autorité en charge des parcs nationaux. Plus de précisions à travers ces images. Le Zimbabwe a annoncé ce lundi une opération inédite visant à déménager d'une de ses principales réserves plusieurs centaines d'animaux sauvages, dont des éléphants, menacés par la sécheresse catastrophique qui sévit dans le pays. Ils seront évacués dans la réserve de Save Conservancy dans le sud-est du pays et relogés dans 3 autres sites. Il s'agira là de la plus importante opération de déménagement de notre histoire. Elle débutera au début de la saison des pluies, généralement mi-novembre, dès que les pâturages de feuillage commenceront à pousser, a souligné Tinashe Farawo, un porte-parole de l'autorité en charge des parcs nationaux. Comme le reste de l'Afrique centrale, le Zimbabwe est soumis depuis plusieurs saisons à des épisodes récurrents de sécheresse aggravés par le réchauffement climatique qui pèse sur la sécurité alimentaire de la population et de la faune. Depuis 2 mois, au moins 120 pachydermes zimbabwéens sont morts par manque d'eau et de nourriture dans le parc de Hwange, le plus grand du pays. L'ONU a récemment estimé à 7,7 millions le nombre de personnes qui seront menacées par la famine d'ici à janvier au Zimbabwe, soit près de la moitié de la population. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.